Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission spéciale du podcast Histoire en série qui est coproduit avec un groupe de travail de l'Académie de Toulouse dirigé par leur IPR Fabien Vergès. Bonjour Fabien. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Alors, on a décidé avec Fabien Vergès, à la demande de beaucoup de collègues qui travaillent sur les séries, d'enregistrer à partir de maintenant, pendant, on espère, de nombreux numéros, des émissions qui sont des émissions thématiques en rapport avec les programmes où on parlera vraiment de transposition pédagogique des séries pour les classes du secondaire, que ce soit au collège ou au lycée, et même bien sûr, comme on va le voir aujourd'hui, en spécialité. Donc, ces émissions-là seront suivies de productions qui seront visibles sur les sites de Histoire en série et de l'Académie de Toulouse. Donc, vous pourrez aller chercher là-dessus des propositions qui pourront être réutilisées en classe. C'est le but. Alors, pour ce faire, on a réuni un groupe de spécialistes qui utilisent les séries dans leurs cours. Alors, les premiers sont membres du groupe de Fabien Vergès à Toulouse. C'est Perrine Gouriot. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors Perrine, vous enseignez-vous en lycée, au lycée de Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Vous lisez régulièrement les séries en classe avec vos élèves. Alors, quel niveau les élèves ? Alors, de la seconde à la terminale et en section européenne également et en spécialité HGGSP. Voilà, donc il y aura tout un panel effectivement qui peut permettre pour les collègues qui nous écoutent et qui sont en lycée d'avoir des transpositions directes. Alors on a aussi votre pendant mais en collège, David Neumann. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Alors David, vous enseignez à Toulouse dans un collège REP+, le collège de Bellefontaine. Là aussi, vous avez quel niveau en collège ? Alors 4e, 3e. Et donc, avec les 4e, 3e, vous utilisez, là aussi, on va le voir dans les programmes, de nombreuses séries. Alors, c'est aussi l'idée, à chaque fois, on va proposer avec les séries des transpositions en disant bien ce qu'on fait en classe et que ce soit concret pour tous ceux qui nous écoutent. Et puis, on a un autre intervenant qui, lui, travaille dans le secondaire et dans le supérieur. C'est Pierre Demnat. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors Pierre, on vous connaît bien. Pour ceux qui écoutent le podcast Histoire en série, vous nous avez présenté 2 séries sud-africaines. Vous êtes géographe et vous avez dirigé notamment pour le livre scolaire le manuel de géographie de terminale, où d'ailleurs Fabien Vergès aussi a collaboré. Et vous avez aussi vous travaillez aussi sur l'Afrique du Sud, donc c'est très intéressant, ce regard géographique sur les séries. Et vous êtes aussi, et ça c'est bien pour nous, professeur en classe supérieure, donc vous avez, avec vos hippocagnes, une autre approche aussi qu'on pourra voir, qui pourra faire une transposition peut-être vers celles et ceux qui sont dans le supérieur et qui nous écoutent. Alors, après cette longue introduction, qui est, bon, je pense, normale pour la première émission, ça serait intéressant, je pense, et on fera comme ça dans les émissions suivantes. On a prévu tout un programme cette année de définir des termes. Alors aujourd'hui, on s'est intéressé à la question de géopolitique et de s'intéresser à géopolitique et conflits. Alors, est-ce que vous, Fabien Vergès, qui est IPR, vous pourriez définir les termes et nous dire ce que les programmes attendent dans ces questionnements-là ? Oui, tout à fait, Nicolas. Alors, en effet, dans ces émissions, nous avons décidé d'aborder un concept en relation avec plusieurs séries et la mise en œuvre dans les enseignements. Alors, enseigner la géopolitique, qui est l'objet de cette première série d'émissions avec les séries télévisées, ça fait bien sûr référence au nouvel enseignement de spécialité, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, qui a été mis en œuvre en première et en terminale depuis l'an dernier. J'imagine que de nombreux auditeurs qui sont enseignants en connaissent bien. Alors, mais les déclinaisons vont être nombreuses, comme vous l'avez évoqué, effectivement, en lycée, aussi en collège. Alors, pour le premier terme, qui est celui de géopolitique, je vais donner quelques définitions. La première, c'est celle d'Hervé Terry, dans les mots de la géographie. C'est un géographe que j'apprécie, que vous connaissez sans doute, qui est spécialiste du Brésil, et définit la géopolitique
comme l'idée selon laquelle il existe en permanence une dimension géographique des faits politiques, à commencer par leur distribution spatiale, et une dimension politique de la géographie. Donc on voit bien cette interaction entre ces deux termes, d'un côté géographie, de l'autre politique. Alors Géoconfluence lui donne une définition plus ramassée, avec la géopolitique comme l'étude multiscalaire des conflits entre acteurs. Donc avec ces deux définitions, ça c'est intéressant puisqu'on voit bien qu'on se place au centre d'un triangle politique, territoire et acteur, avec des interactions entre tous ces termes. L'entrée sérielle, et donc c'est une grille de lecture, je pense, très opérante pour aborder cette discipline et ce concept, puisqu'elle multiplie à la fois les acteurs, avec leur point de vue, mais aussi les territoires. Alors, dans ce podcast, nous allons naviguer entre l'Allemagne, les États-Unis, l'Irak, la Norvège, ou encore le Rwanda et le Mexique, pour donner vraiment un aperçu très varié de nombreux territoires. Pour aborder cette discipline et ces concepts, nous avons choisi une première entrée qui est la plus évidente, qui est celle de conflit. Nous aborderons ensuite, je vais faire un peu de teasing pour les prochaines émissions, celle de puissance qui intéresse les enseignants de spécialité, et enfin celle de frontière. Pour la notion de conflit, on ne va pas tout à fait la définir de suite, même si je vais donner quelques définitions liminaires, puisque avec chaque série, nous allons l'examiner dans ses différentes dimensions, que le conflit soit régulier, asymétrique, conflit civil. On parlera également de guerre froide, de guerre numérique, et on va voir que les déclinaisons de ce concept de conflit sont nombreuses. Alors, un premier point sur un théoricien de la guerre qui a été remis en lumière par les nouveaux programmes de spécialité de terminale, c'est Karl von Clausewitz, qui est officier et théoricien militaire prussien. Alors, il est né en 1780, il est mort en 1831, donc il a vécu vraiment une époque charnière. On passe des guerres limitées d'Ancien Régime à des guerres révolutionnaires et nationales et aux guerres napoléoniennes. L'apport fondamental de Clausewitz à la pensée stratégique dans son traité de la guerre, alors je ne vais pas me risquer à le dire en allemand, je sais que vous êtes germaniste, Nicolas. Donc, il a été publié après sa mort en 1832 et il consiste en une analyse originale du phénomène de la guerre. Alors, je parlais tout à l'heure du triangle géopolitique. Donc, nous avons ici un autre triangle entre le peuple et ses passions, selon Clausewitz, l'armée, son caractère et son intelligence, et enfin l'État et ses objectifs politiques. Et Clausewitz subordonne la guerre aux politiques, ce qui ne sera pas le cas, on le verra plus tard, d'autres théoriciens de la guerre. Alors, également, pour finir cette série de définitions, pour entrer un peu dans le vif du sujet, on distinguera la guerre du conflit. Alors, la guerre, pour donner une définition simple, c'est un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués, traditionnellement des États. Mais elle peut aussi désigner un conflit armé entre des populations à l'intérieur d'un même État. On parle alors de guerre civile, de guerre ethnique, ce que l'on verra tout à l'heure. Et d'un point de vue historique, une période majeure de basculement entre ces guerres régulières. Alors, elles sont traitées, ces guerres régulières, on en parlera, elles ont été traitées par des séries, par exemple, je pense à Band of Brothers, Frères d'armes. Ce qui les distingue de cette période de guerre irrégulière, c'est la période de la guerre froide que nous allons aborder tout à l'heure. Alors oui, effectivement, Fabien, c'est très intéressant d'avoir posé tout de suite tous ces termes qui sont majeurs à comprendre, et à travers les séries, on va faire des sortes de zoom qui vont permettre d'appréhender ces différentes thématiques importantes pour l'étude des séries, notamment, et puis pour la compréhension de ces programmes-là. Alors avant de voir, vous l'avez dit, hein, la guerre froide, qui est un moment majeur à travers la série Deutschland 83, on va peut-être commencer, vous l'avez dit, par les conflits les plus basiques, entre guillemets, c'est-à-dire les conflits directs. Et là, je vais donner la parole à Perrine Gouriot, qui va nous présenter une des séries majeures de ces dernières années, hein, qui a eu un gros succès, diffusée sur Canal+. C'est la série Homeland. Perrine, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Alors, effectivement, je vais évoquer Homeland, qui est une série télévisée américaine qui a été créée donc par Howard Gordon et Alex Gansa. Cette série, elle est basée elle s'est inspirée d'une série israélienne qui est Hatufim.
Et elle est diffusée depuis donc 2011 aux États-Unis. Elle a fait 1,4 million d'abonnés lors de sa première saison. Donc, elle a fait une énorme part d'audience par rapport à d'autres séries, en tout cas à l'époque. Donc, la presse française a salué la force de l'intrigue, la complexité des personnages, l'interprétation des acteurs. Et Barack Obama a déclaré que Homeland était sa série favorite. Et le parallèle pris par la série entre les événements du 11 septembre et les attentats en Europe a été aussi salué. En fait, la contemporanéité de la série est un atout majeur. Alors, dans cette saison 8, parce que je vais évoquer surtout cette saison 8 qui est justement plus contemporaine et que j'ai utilisée dans mon cours pour introduire Faire la guerre, faire la paix en spécialité. Carrie, notre héroïne, qui est agent secret, se remet de son passage dans les prisons russes et elle est rappelée par Sol sur le terrain en Afghanistan, car les États-Unis sont sur le point de parvenir à un accord de paix historique avec les talibans. Le conflit direct apparaît ici à plusieurs reprises. Dans l'épisode 4, par exemple, le président des États-Unis vient en personne annoncer le cessez-le-feu et le processus de paix en Afghanistan. Le vocabulaire utilisé est bien celui du conflit. Ce processus de paix, imposé par l'Occident, évidemment, n'est pas du goût de tout le monde. La guerre ici permet aussi de structurer l'environnement international dans son propre intérêt. Dans le premier épisode, Sol fait venir Carrie, donc notre agent secret, malgré les accusations dont elle est victime en Afghanistan. Et dans l'épisode 3, Sol et Haqqani, chef des talibans, commencent à parler négociation de paix et cessez-le-feu immédiat. Par ailleurs, un autre élément du conflit, ou des puissances qu'on évoquera dans une prochaine émission, c'est le hard power. Et ici, il est illustré par la capacité de projection. Puisque pour ne pas laisser le corps du président américain aux mains des talibans, les Américains envisagent de bombarder le site. Donc là aussi, encore un vocabulaire de guerre ou de conflit. Donc ce qui serait un acte de guerre, évidemment. Le nouveau président afghan décide quant à lui de lancer son armée sur les talibans. Et enfin, dans l'épisode 7, Yevgeny, un agent secret russe, et Carrie font halte dans un village. Et Carrie reconnaît ce village comme celui qu'elle a fait elle-même bombarder par drone lorsqu'elle était chef de cellule à Kaboul. La série donne des éléments qui permettent une réflexion critique sur la guerre menée contre le terrorisme. Le scénario inclut notamment une séquence donc sur les résultats d'une attaque dont on vient de parler par un drone américain et qui a tué des enfants arabes. Et face à cette barbarie, donc le chef des talibans, il pose la question évidemment, qui sont les terroristes? Les Américains, ayant pris la décision de cette attaque, en toute connaissance des risques, faisaient courir des risques qu'ils faisaient courir à la population civile. Et cette tuerie peut être perçue comme criminelle, mais elle est surtout contre-productive puisqu'elle génère un désir de vengeance et donc elle renforce le terrorisme. Alors cette saison, elle peut être utilisée donc dans ce thème 2 du programme de spécialité en terminale, Faire la guerre, faire la paix. Elle permet d'introduire la notion de guerre, de conflit, de terrorisme et également celle de paix, puisque dans la bande-annonce, les premiers mots en fait de Sol Berenson, c'est Peace may be actually possible. Voilà. Et donc les élèves, en fait, je leur ai demandé de prélever le vocabulaire, de recenser les lieux, les acteurs du conflit, et à partir de là, de réaliser un schéma justement, et afin de réaliser en fait, qu'est-ce que c'est que le terrorisme, qu'est-ce que c'est que la guerre, etc. Voilà. Oui, effectivement, Perrine, Homeland est une des séries, des grosses séries essentielles, on va dire, quand on présente les conflits, quand on parle des conflits. Alors, comment ça se passe, Perrine, concrètement en classe, quand vous travaillez sur cette série-là, sur cette notion de conflit avec vos élèves? Pardon, alors je leur ai demandé, je vous dis donc j'ai travaillé à partir de la bande-annonce, parce que c'est un format qui est très utile et court pour nous, enseignants, et je leur ai demandé de recenser donc les lieux, les personnages, et à partir de là, de classer en quoi c'est un conflit régulier ou un conflit irrégulier, et de réaliser un schéma ensuite.
Est-ce que quand on étudie les séries comme celle-là, il y a un prérequis à avoir de la part des élèves et est-ce que, en sens inverse, justement, les élèves connaissent? Alors, Homeland, ils connaissent plus forcément, ça fait plus partie des séries qu'ils regardent, mais ils sont en général très volontaires pour regarder ensuite les séries que je leur propose. Et un prérequis, non, je pense que c'est un prisme avec lesquels les élèves sont très à l'aise. Donc non, c'est abordable par tout le monde, y compris par exemple en technologie, que tous les élèves sont, voilà, enfin, les séries sont abordables par tous les élèves. Alors, Homeland diffusé sur, vous l'avez dit, sur Canal+. Alors, vous avez fait tout à l'heure le parallèle, hein, Homeland, on le retrouve sur Netflix. Ça me fait penser avec la série que vous avez donc à tout film, hein, qui est on va dire presque le préquel de Homeland, puisque c'est à partir de là que la série Homeland a été créée. Alors, ça me Oui. fait penser peut-être qu'il y a aussi des choses intéressantes à voir. Donc, à tout film qui est disponible en ce moment sur arte.tv. Vous pouvez la revoir. Et c'est avec le même type d'histoire, hein, des soldats israéliens qui ont passé, je crois, une quinzaine d'années prisonniers des Palestiniens qui reviennent et il y a le même jeu. Vous l'avez dit que par rapport à la première saison d'Homeland. Alors peut-être David Neumann, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces nombreuses productions israéliennes aujourd'hui que l'on voit? Alors bon, bien sûr qu'il y a tout film, mais puis il y a aussi notamment Fauda, hein, disponible sur Netflix, qui a un certain succès quand on parle de séries sur les conflits. Oui, exactement. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je crois qu'il y a d'ailleurs eu un reportage sur ce sujet qui s'appelle Israël, terre de séries. Et la production de séries est donc devenue une spécialité israélienne avec des séries assez marquantes, notamment Our Boys, qui a été diffusée l'année dernière et qui a été menacée de diffusion justement en Israël parce qu'elle abordait un fait divers extrêmement sensible qui s'était déroulé en 2014, ou à l'heure actuelle, Possession, qui est diffusée actuellement sur Canal, qui est une coproduction franco-israélienne, et qui là aussi fait apparaître ces territoires dans une grande diversité, et toujours avec un œil géopolitique qui, je pense, est à la base du succès international de ces séries, qui donne à voir un territoire justement un peu de l'intérieur et dans une complexité qui est pas toujours évidente pour les spectateurs issus d'autres territoires. Et donc oui, Homeland est quand même justement l'émanation de ce dynamisme actuel de la production israélienne. Oui, effectivement, hein, beaucoup de productions hein, très intéressantes disponibles sur Netflix, et pas que, mais notamment sur Netflix. Alors je pensais, on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on verra les conflits dus à la drogue. Il y a la série israélienne aussi, When Heroes Fly, qui se passe en Colombie. Et puis, vous l'avez dit aussi, on le reverra dans ce contexte de guerre froide, ce contexte de chasse aux anciens nazis. La série avec aussi les conflits israélo-arabes, hein, la série The Spy, la mini-série qui est sortie il y a quelques temps aussi, où on peut voir là aussi une très très bonne interprétation et on voit de l'intérieur comment se passe cette création d'Israël et ces premiers conflits de la création de l'État. Donc ça aussi c'est très très intéressant, il y a une vraie dynamique là-dessus sur la production israélienne. Alors Fabien, peut-être un petit mot pour voir finalement que, vous voyez, je donne des exemples de conflits à travers les séries israéliennes et que finalement, les conflits réguliers, c'est pas les plus nombreux quand on parle des séries. Oui, en effet, il y a un certain paradoxe. Je remercie Perrine justement d'avoir commencé à présenter cette série, mais elle a bien montré effectivement que même dans Homeland, il y a un parallèle entre conflits réguliers et conflits irréguliers. Alors, je disais c'est assez paradoxal parce que le conflit, c'est quelque chose de très cinématographique. Le cinéma, c'est abondamment penché dessus, mais peut-être que les séries qui sont plus en prise avec l'actualité parlent plutôt des conflits du XXIe siècle, donc ces conflits hybrides. On a assez peu de séries. Alors, j'ai cité tout à l'heure Band of Brothers, qui parle de la guerre du Pacifique, une série qui a été produite par Tom Hanks et Steven Spielberg. Alors, on a également, nous, on a publié sur le site une proposition pédagogique sur la mini-série Guerre et paix, qui est
mini-série qui parut en 2016, je crois, sur la chaîne BBC, donc qui parle des guerres napoléoniennes. Mais il y en a sans doute d'autres, les auditeurs compléteront, mais ce ne sont, dans la grille de lecture qu'on a examiné l'ensemble des séries, les séries contemporaines parlent plutôt des nouveaux types de conflits. Oui, effectivement, hein, il faut s'intéresser essentiellement à des séries historiques sur des faits spécifiques de guerre. Hein. Vous l'avez dit Fabien, Band of Brothers, la première saison sur l'Europe, hein, la Normandie notamment, et puis la deuxième sur le Pacifique. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que on voit bien hein, toutes les caractéristiques de ce conflit-là, et pas uniquement à travers le prisme de l'affrontement entre Américains et nazis. Hein. On voit bien l'autre côté, vu notamment face aux Japonais. Il y a aussi, moi je pensais quand vous évoquiez tout ça, cette idée aussi qu'on voit les conflits à travers des séries qui sont un peu moins généralistes. Alors je pensais à quelque chose de très intéressant, par exemple si sur une série très connue comme Outlander, on voit la création des États-Unis. Alors après il y a d'autres séries hein, qu'on a analysées dans Histoire en série comme John Adams par exemple, ou Sons of Liberty qu'on va faire bientôt, qui a pour but aussi la guerre d'indépendance, de la voir. Donc il y a d'autres choses, on peut le voir, mais effectivement Fabien, vous avez raison, c'est quelque chose qui est peut-être moins central parce que peut-être moins d'actualité. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble peut-être quelque chose qui a été, on va dire, à la mode ces dernières années. On a des séries qui sont apparues sur l'Allemagne et notamment hein, des séries sur l'Allemagne de l'Est. Alors là aussi, hein, c'est dans la veine des films sortis ces dernières années dessus. Donc le dernier en date, Balloon, hein, Le Vent de la Liberté. Il y a aussi des productions sérielles qui se font dessus. Alors, l'une des plus connues, c'est peut-être, alors je ne vais pas le faire en allemand, mais en français, la série Deutschland 83, qui est suivie d'une deuxième saison de Deutschland 86. On a évoqué Deutschland 83 dans le podcast avec Emmanuel Droit, hein, spécialiste de l'étude des polices politiques dans le bloc de l'Est pendant la guerre froide. Il reviendra dans les semaines qui viennent faire le Deutschland 86. Donc là, l'objectif, c'est bien sûr d'aller plus loin pour celles et ceux qui voudraient voir des informations supplémentaires de la part d'un universitaire spécialiste. Là, on est là pour présenter la série de façon générale et pour peut-être donner envie aux collègues de la regarder et de la regarder en travaillant avec les élèves. Pierre Dennat, qu'est-ce qu'on peut dire? On va sortir un petit peu de vos séries sud-africaines et on va aller voir sur Deutschland 83-86. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Oui, j'aimerais effectivement parler de cette série, puisque bon, d'abord elle rejoint l'Afrique du Sud à un moment donné, c'est un clin d'œil, mais au-delà de ça, elle me semble assez propice à l'enseignement, que ce soit au collège ou au lycée. Donc juste pour rappeler très rapidement hein, de quoi parle cette série, c'est donc on se trouve en 1983 en RDA, RDA qui traverse la crise des euromissiles. Les autorités donc est-allemandes sont persuadées qu'une attaque va être menée par l'OTAN et arriver donc de l'Ouest. Et donc les autorités est-allemandes décident d'envoyer un espion en RFA. Et donc bon, il me semble ici que c'est très intéressant de travailler avec les élèves à partir de cette série. Parce que elle met en évidence d'abord un point chaud hein, de la guerre froide évidemment, et ça probablement plus pour un niveau troisième, mais aussi en terminale. Et puis en fait moi ce qui m'intéresse le plus à travailler avec les élèves ici, c'est plutôt les modes de vie et de pensée en RDA qu'on peut trouver, et bien sûr le jeu des différences entre les deux Allemagnes. Et je trouve que c'est assez intéressant dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans Deutschland 83 ? Il me semble que le plus intéressant, c'est bien sûr la confrontation entre RFA et RDA. Alors, si on regarde très précisément. Dans l'épisode, il me semble que c'est dans le deuxième épisode, le héros donc qui a pris Martin Rauch, qui a pris l'identité de Maurice Tam, se retrouve donc dans un supermarché en RFA et est totalement surpris par l'opulence qu'il y a dans les rayons. Donc ça, c'est évidemment pour les élèves quelque chose d'assez intéressant à mon avis à traiter avec eux pour qu'ils comprennent bien les enjeux
des deux modèles, hein, que ce soit capitaliste et communiste. De même, on le retrouve au restaurant et il veut commander un steak et il sait pas dire autre chose que je voudrais une tranche de bœuf, alors que bien sûr la serveuse ouest-allemande lui dit mais vous voulez un rump steak, etc. Et donc des choses qui sont évidemment très de la vie courante, mais qui ont bien sûr marqué les vies en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. On peut aussi voir les décalages technologiques qu'il y a entre RFA et RDA, puisque dans le 3e épisode, le héros, l'espion, va donc essayer de récupérer une disquette où se trouvent des informations de l'OTAN, et en fait les autorités est-allemandes, donc en RDA, vont pas réussir à lire ces données parce qu'il faut un ordinateur plus puissant que ce qu'ils ont. Il faut un ordinateur IBM, donc bien sûr américain. Et en ça aussi, je trouve assez intéressant de voir ça. Par exemple, on peut aussi traiter la question de la censure, puisque durant toute cette première saison, on a la maman du héros qui en fait est souffrante et donc a besoin a besoin d'une greffe de rein, et en fait il y a un chantage qui s'opère avec l'espion en disant si jamais tu participes à l'opération d'espionnage, on greffera ta mère d'un rein, ce qui est assez surprenant. Et puis au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que cette dame fait une espèce de trafic de livres venus de l'Ouest, et donc là on peut voir toute la clandestinité et la censure qui s'opère en Allemagne de l'Est. Si on reprend ça, si on transpose donc sur la série Deutschland 86, alors là, elle m'intéresse encore plus, puisque elle porte un peu sur l'Afrique du Sud et sur l'Afrique australe de façon générale, puisque là, on se retrouve à l'inverse dans une RDA qui, alors là, pour de bon, n'est plus aussi flamboyante qu'elle pouvait être dans 83, même si elle n'était pas déjà très très brillante. Elle est totalement acculée, en difficulté économique, vraiment ruinée, et les dirigeants de la RDA donc cherchent à trouver des nouvelles sources de financement par tous les moyens. Et un des moyens qui va être trouvé, c'est les marchés illicites d'armes en RFA, mais aussi donc en Afrique australe, et donc les espions est-allemands vont se retrouver en Afrique du Sud et en Angola pour livrer des armes au mouvement socialiste de l'ANC, donc qui lutte contre le pouvoir en place en Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud à l'époque subit un embargo sur les ventes d'armes depuis 1977, embargo qui a été décrété par l'ONU contre donc le régime d'apartheid, et donc là on peut voir, à mon avis, avec les élèves des éléments de la fin de la guerre froide, avec notamment toujours cet idéal, ces communistes qui cherchent à convaincre que leur idéal reste le meilleur, mais aussi des communistes qui sont contraints d'adopter des méthodes capitalistes pour survivre et pour faire survivre leur modèle. Par exemple, dans Deutschland 86, l'épisode 3 est assez intéressant à cet égard, puisque les agents de la RDA vont livrer des armes au mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA. Donc juste pour rappel, en Angola, le MPLA a accédé au pouvoir après l'indépendance en 75 et a donc bénéficié du soutien du bloc de l'Est. Mais l'Angola a été marqué par une période de guerre civile jusque dans les années 2000, et le MPLA donc fait face à l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, qui est soutenue par les États-Unis. Et donc, bien sûr, là, il y a un bras de fer qui s'opère, et il faut donc pouvoir trouver des solutions pour obtenir des armes. Et donc, il me semble que ces éléments permettent à la fois donc de montrer des choses sur l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, puisque dans Deutschland 86 aussi, on suit tout un tas de choses en Allemagne de l'Est, une tentative d'évasion, ce qui est quand même toujours intéressant et qui fait effectivement écho avec ce film extraordinaire, moi j'aime beaucoup, Le Vent de la Liberté. Et puis aussi, on voit toute une question d'essais cliniques qui sont opérés, donc on teste sur des Est-allemands, on teste des médicaments ouest-allemands,
Donc tous les sources de financement sont bonnes, hein, voilà. Bon, tous ces éléments-là, je pense, peuvent être traités. Moi, ça me semble intéressant à traiter avec des élèves de troisième, mais moi aussi, je pense à des terminales STMG, notamment, hein, puisque la guerre froide est au programme. Et je pense que la série se prête assez bien à une transposition dans ce programme technologique et permet voilà, d'apporter un certain esprit un peu concret, des images un peu concrètes pour des élèves qui sont toujours un peu en demande voilà, d'images pour bien se rendre compte des réalités de l'époque. Oui, effectivement, Pierre, hein, c'est très intéressant ce que vous dites là, puisqu'il y a des choses qui peuvent se voir à travers les séries. Comme vous l'avez dit, moi je pense notamment en collège, par exemple, une comparaison entre certaines séquences de séries comme Deutschland 83, par exemple, et certains films comme, par exemple, Le Vent de la Liberté, peuvent permettre aux élèves de comprendre concrètement, j'allais dire, par de la fiction, ce que c'était un pays partagé en deux, séparé par le mur de Berlin, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est dur à appréhender. Et dans les séries comme Deutschland 83, on le voit bien, on s'en rend compte avec ce décalage que vous avez aussi annoncé, qui est très visible. Hein. Quand Martine rentre, vous l'avez dit, par exemple dans un supermarché, qui voit du Coca-Cola ou des choses comme ça, symbole de l'impérialisme américain, on voit sa tête et c'est très parlant. Et pour les élèves, c'est très parlant aussi, puisque le Coca, par exemple, est devenu quelque chose pour eux de quotidien. Et de voir qu'on en était privé, on voit alors qu'il y a une vraie césure entre les deux mondes. Et ça, la fiction le montre bien et le montre, j'allais dire, peut-être mieux que certaines archives qui ne seraient pas sur cette vie quotidienne-là. Ça, c'est très intéressant. Et moi, je vois avec mes élèves de troisième, ça fait partie des choses que l'on peut montrer, comme par exemple sur le film aussi Westwind, hein, Vent d'Ouest, qui se passe à la toute fin des années 80 et qui montre des jeunes d'Allemagne de l'Est, de jeunes filles qui vont s'entraîner parce qu'elles sont sportives de haut niveau en aviron. Elles se rendent dans un lac en Hongrie et elles rencontrent là-bas, puisqu'il y a une légère ouverture, des Allemands de l'Ouest, et on voit que leur échange, il y a une certaine incompréhension due à 40 ans de séparation. Donc c'est sur ces moments-là que l'étude filmique ou l'étude sérielle, je pense, permet aux élèves de comprendre véritablement pourquoi et comment il y a eu une séparation entre les deux. Alors vous l'avez dit, Pierre, il y a aussi une vraie veine en ce moment des séries allemandes sur cette période-là. Alors je pense notamment à une série qui s'appelle Berlin 56 ou 59, hein, qui a été diffusée sur Arte, hein, qui voit là aussi la séparation entre les deux, puisque la RDA est créée en 1949, mais le mur n'est là qu'en 1961, donc on voit encore qu'il y avait une certaine porosité entre les deux espaces. Ça aussi, c'est intéressant de le montrer, à travers aussi la culture musicale notamment, puisque c'est l'époque du développement du rock qui se fait à l'ouest, et à l'est, au contraire, on n'y a pas droit, donc on le voit bien. Et cette idée de culture musicale, Emmanuel Droit, dans Deutschland 83, l'a très bien montré, en voyant qu'il y a aussi, à travers cette série-là, une vraie j'allais dire, mise en avant par les showrunners de la musique pour justement faire comprendre et contextualiser l'époque. Et c'est vrai que la série, ça se regarde, mais je pense qu'aussi la série avec les élèves, ça s'écoute pour retranscrire un certain contexte. Alors, dernière chose sur une série d'Allemagne, sur l'Allemagne, la séparation de l'Allemagne, vous avez le Preis der Freiheit, le prix de la liberté, qui est sorti il y a quelques temps, qui est passé notamment sur les chaînes allemandes. Alors, je ne crois pas qu'elle soit disponible encore ailleurs, mais c'est une mini-série qui reprend un petit peu ce qu'avait lancé Goodbye Lenin il y a maintenant presque une vingtaine d'années, et qui est au moment une mini-série de 3 épisodes, qui est au moment justement de l'ouverture du mur de Berlin. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, sur ces séries-là, pour comprendre effectivement la guerre froide. Alors on l'a traité par justement l'Allemagne, hein, qui est au cœur des programmes. Il y a aussi des séries qui peuvent se voir, notamment des séries d'Europe de l'Est, polonaises. Ça, c'est un peu plus compliqué, hein, peut-être pour les élèves, mais pour les enseignants, ça peut être aussi intéressant d'aller regarder. Alors, autre aspect, j'allais dire, de la guerre froide, justement, avec un des acteurs de cette guerre froide, c'est les Kennedy, justement, autour de la question du mur de Berlin, mais pas que. Alors, voir là la guerre froide du côté américain, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire, David Neumann, sur la série Les Kennedy ? Alors, les Kennedy, c'est une série canadienne réalisée par John Cassar et diffusée en 2011.
Elle a été reprise en France sur France 3, puis Arte en 2012 et en 2013. Alors, c'est une mini-série qui retrace en 8 épisodes les principaux moments de la vie de cette famille emblématique de l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à toutes ces séries très récentes et qui proposent des spectacles très novateurs, la série Les Kennedy est d'un format plutôt classique. C'est un show qui est aux allures de saga familiale, un peu hagiographique, mais qui permet d'aborder certaines questions géopolitiques centrales du programme d'histoire. Alors là, je parle pour le collège, notamment la guerre froide. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'épisode 6, qui est un vrai climax de dramaturgie, dont le titre en français d'ailleurs est assez évocateur, puisqu'il s'intitule « À deux doigts de la catastrophe ». Alors moi, je travaille avec 2 extraits de cet épisode qui permettent d'expliciter à la fois la notion de guerre froide et celle de conflit indirect. On y voit d'abord John Kennedy. Alors, on comprend facilement qu'il a été élu car il est en robe de chambre dans la Maison-Blanche. Et on le voit recevoir la nouvelle de la détection à Cuba de rampes de missiles dirigées vers les États-Unis. Suivent des scènes particulièrement intéressantes où les conseillers, alors on voit à la fois des civils et des militaires, qui lui présentent le panel des options stratégiques qui s'ouvrent à eux. De la réponse militaire à la négociation, donc c'est toute la complexité diplomatique des rapports Est-Ouest qui se déploie et qui donne à voir concrètement ce qu'est la guerre froide dans les hésitations et les différentes possibilités de réponse stratégique. Dans un deuxième extrait du même épisode, cette fois, c'est Nikita Khrouchtchev qui apparaît. Alors, il y a peut-être un tropisme à étudier parce qu'il est lui-même en robe de chambre à ce moment-là et qui alterne pour sa part fermeté et aussi écoute. Se noue alors le dialogue que l'on connaît, montré assez clairement dans une narration très classique. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, justement, moi je l'utilise parce qu'elle est très classique, très linéaire, et du coup, pour des élèves de 3e, elle présente des qualités de clarté. Donc l'intérêt tient quand même dans la déconstruction du média par les élèves, puisque on voit que Khrouchtchev est présenté dans un exercice strictement solitaire du pouvoir, quand Kennedy, toujours à l'écoute et entouré, incarne une démocratie dans laquelle l'autorité politique s'exerce pour le bien de tous. Il annonce d'ailleurs sa décision à la télévision, quand son homologue se contente d'un coup de téléphone, alors qui pour le coup n'est pas encore rouge. En somme, je dirais que c'est une série très utile, claire, je le répète, et informative, dont le format, très biopic, est intelligible aisément par des élèves de 3e. En analysant la crise de Cuba sous forme d'études de cas introductives au chapitre du thème 2, un monde bipolaire au temps de la guerre froide, il est possible de réaliser une carte des 2 blocs, d'identifier des zones de tension, les crises, et enfin de réaliser, c'est ce que j'avais fait sous forme de tâche finale, un résumé de la négociation historique sous la forme d'un compte Twitter fictif entre les 2 chefs d'État, en reprenant justement les principaux éléments de ce dialogue entre Khrouchtchev et Kennedy. Voilà ce que je peux dire donc sur les Kennedy, et je répète, qui fonctionnent très bien avec des élèves de 3e. Justement, j'allais dire, pour les 3e, c'est très intéressant de voir cette série Les Kennedy, parce que Kennedy, c'est un des grands personnages au programme, et c'est vrai que ça donne du corps, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'on peut montrer à travers la fiction. Ça permet de voir le personnage autrement, d'avoir aussi d'autres aspects, comme vous l'avez dit, sur le quotidien, sur l'exercice seul du pouvoir du côté de Khrouchtchev, Kennedy qui est entouré. Donc il y a des choses comme ça très faciles à voir pour les élèves. Alors ça, c'est pour les 3e. Il y a aussi, bien sûr, on peut l'utiliser, les Kennedy en terminale, dans le programme de terminale. Mais j'aurais une autre question pour Perrine Gouriot. Ça serait quelle est la place de la France dans la guerre froide? Comment ça se passe, la France sous la guerre froide et dans ses relations internationales? Alors peut-être, Perrine, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur une série comme ce que vous avez au service de la France, par exemple? Alors, au service de la France, en fait, aborde de façon satirique les services secrets français. Donc, je pensais aux comiques ici.
C'est-à-dire que les élèves apprécient aussi et ils sont capables de faire la différence, enfin de distinguer le ton et pour aborder un sujet historique. Et donc cette série aborde à la manière de OSS 117, elle se moque en fait de l'incompétence des services secrets français, que ce soit pendant la décolonisation ou justement dans les interventions pendant la guerre froide. Mais par exemple, j'ai proposé aux élèves de le regarder en technologique et là, je m'aperçois que c'est pas passé. En fait, ils n'ont pas apprécié. Donc, bon, il faudrait que je l'aborde de manière, il faudrait que je trouve une autre manière de l'aborder parce que je pense elle peut être intéressante. Oui, alors il y a aussi d'autres très grandes séries qui abordent cette période de la guerre froide. Alors je pense notamment à la série Mad Men qu'on a étudiée dans Histoire en série et dans l'épisode 21 avec Marine Rouche et elle avait évoqué justement le fait que cette série, outre des problématiques qui montrent le quotidien des États-Unis avec aussi la place des femmes par exemple comme ça, on a quand même la grande histoire qui est visible avec un épisode tout entier sur la conquête lunaire par Armstrong, mais il y a aussi le moment de la crise de Cuba. Alors peut-être Fabien Vergès, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces épisodes-là? Oui, en effet, quand j'entends David parler des Kennedy, la crise de Cuba, je peux pas m'empêcher de parler d'une magnifique série, c'est une de mes séries préférées, Mad Men, alors qui met un contrepoint intéressant, je trouve, sur la perception de ces grands événements historiques dans la population. Alors, on a l'épisode, je crois que c'est l'épisode 13 de la saison 2, qui montre la crainte et cette panique qui agite toute l'agence Sterling Cooper et la population américaine au sens large au moment de la crise de Cuba. Et dans la saison 3, on a l'assassinat de Kennedy. Donc, c'est intéressant. En effet, si on revient à une notion de géopolitique, il ne faut pas confondre géopolitique avec relations internationales, puisqu'il y a tout un jeu d'échelle. Et je pense que pour les élèves, ça peut être intéressant de montrer le vécu de grands événements dans la population. Également, j'en profite, mais peut-être on en parlera après, pour parler aussi d'une autre grande série sur la guerre froide qui est The Americans et qui montre bien ce vécu dans la population. Oui, effectivement, peut-être on peut l'évoquer maintenant, cette série The Americans qui, là, est au cœur de la guerre froide, vous l'avez dit, puisque c'est une vraie série sur l'espionnage. Oui, tout à fait. Qui montre, en fait, c'est un couple de top qui est infiltré aux États-Unis. Et j'y pense parce que j'ai vu, je vois que l'usage des séries se répand dans les pratiques enseignantes. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une très belle inspection où la collègue utilisait notamment le générique de The Americans et une des très belles scènes finales qui se passe dans un McDonald's où sans révéler la série, où il y a un départ. Et pour comprendre le concept de guerre froide, le générique de The American, c'est vraiment un cas d'école. Alors ça va très vite, c'est des images quasiment stroboscopées, mais en utilisant des photogrammes, on peut vraiment faire comprendre les différents aspects à la fois de propagande, de conflits directs, indirects, de menaces nucléaires avec ce générique. Donc j'invite vraiment les enseignants. Évidemment qu'on ne peut pas passer tous les épisodes d'une saison à des élèves, mais par contre, on peut vraiment utiliser les génériques. Il y a plusieurs génériques qui sont très opérants. Même le générique de Mad Men, on en parlait tout à l'heure sur la chute d'Amérique et sur cette période, qui peuvent être très opérants pour parler de périodes historiques et de concepts d'histoire ou de géographie. Oui, effectivement, Fabien, les génériques, c'est un premier biais d'entrée, je pense, très important pour celles et ceux qui voudraient utiliser les séries. Alors, je pense, comme vous le dites, à la série The Spy que j'ai évoquée tout à l'heure, où on a dans le générique les grands personnages qui apparaissent de façon, là aussi, quasi stroboscopique, et de montrer aux élèves ce générique-là, ça permet justement de contextualiser les choses, de contextualiser une époque, et ça, c'est très intéressant parce que ça veut souvent dire beaucoup. Alors, c'est vrai que les génériques, ça dépend des séries. Certaines aujourd'hui sont très courts, d'autres sont beaucoup plus opérants en tout cas, mais je pense que c'est un biais d'entrée très important.
On termine donc cette première partie de l'émission qu'on a consacrée dans cette étude pédagogique sur les séries autour des conflits, pour vous dire que vous retrouverez effectivement les références sur le site histoireensérie.com et avec les liens vers les propositions pédagogiques. Alors peut-être Fabien Vergès, pouvez-vous nous dire comment les trouver directement, ces propositions-là qui intéresseront les collègues sur le site AC Toulouse? Oui, en effet, l'ensemble des propositions donc, sont en accès libre sur le site disciplinaire académique. Donc, c'est discipline.ac-toulouse.fr/HEGEMC où vous tapez plus simplement dans un moteur de recherche Histoire, Géographie Toulouse. Alors, pour les séries que nous avons évoquées ce jour, nous avons une proposition sur les Kennedy. Également, nous avons une proposition sur The Americans qui est à venir, avec à chaque fois des exemples précis dans les chapitres de propositions pédagogiques, des activités à faire avec les élèves, éventuellement des documents téléchargeables pour les faire travailler directement. Donc, on essaie de donner des choses qui sont à la fois modulables et clés en main pour les collègues qui seraient intéressés pour aborder l'usage des séries dans leur classe. Et ne pas oublier aussi, Fabien, que vous publiez régulièrement un petit, on va dire, webzine, en tout cas, qui s'appelle Zoom. Peut-être le moment de l'évoquer. Oui, merci Nicolas, c'est gentil, effectivement. On vient de sortir le 5e numéro de Zoom, quand les séries font école. Donc là, l'idée, c'est plutôt de donner des pistes de séries qui sont utilisables pour les analyser. Dans le dernier numéro, Zoom 5, on est plutôt axé sur le politique, puisque on présente notamment la série Parlement. David présente la série The Plot Against America sur les uchronies, sur l'élection américaine. On est en plein dans l'actualité. Également, on a suivant les numéros, on a soit une interview. Dans le Zoom 4, on avait eu Marjolaine Boutet qui est déjà venue dans Histoire en série, donc pour un entretien. Et dans ce dernier numéro, on a une chronique d'ouvrage sur l'Angleterre en série. Oui, par Ioannis de Ruid, qui est intervenu aussi pour The Crown dans l'épisode 30 d'Histoire en série et qui peut-être rejoindra l'équipe pour travailler là-dessus, puisque lui aussi est professeur dans le secondaire et travaille énormément avec les séries. Donc c'est vrai que cette coopération interacadémique avec pour but de développer l'étude des séries est tout à fait valable. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission pour continuer à évoquer tous les conflits, les différents types de conflits qu'on peut voir à travers les séries. Merci à tous, à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.